Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette 6e pause parent. Alors maintenant, vous connaissez le principe. Pause parent, c'est 30 minutes sur un sujet parentalité et c'est maintenant. Pour cet épisode, je reçois Nadia Zerouki, ostéopathe ici à l'Institut de la parentalité et spécialisée dans la périnatalité, la gynécologie et la pédiatrie. Nadia, bonjour. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va s'adresser à tous ceux qui y pensent ou qui sont déjà dans un projet d'enfant. Et toi, Nadia, tu vas nous expliquer comment tu vas pouvoir accompagner tous ces couples qui sont dans des parcours divers où s'entremêlent questionnements, difficultés, appréhensions, mais aussi comment ton travail va s'inscrire en cohérence avec tous les autres spécialistes de l'Institut de la parentalité, les psychologues, les sages-femmes, les médecins, etc. Finalement, on peut bénéficier d'une prise en charge complète au sein de la structure. Alors, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à aller voir un ostéopathe quand on projette de concevoir un enfant. Et pourtant, on va voir que ça a une vraie utilité. Alors, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment il est intéressant de venir te consulter, Nadia? Alors, le couple peut venir consulter un ostéopathe qui est spécialisé dans l'accompagnement périnatal dès le moment où la décision d'avoir un enfant est prise. Et cette consultation, avant la conception, c'est en fait le moyen de s'assurer que le corps est prêt et qu'il est libre dans sa mobilité, qu'il n'y a pas de tension qui peut venir freiner, qui peut venir ralentir la fonction de reproduction chez l'un ou l'autre des partenaires. Et donc, du coup, c'est souvent l'occasion de se débarrasser des petites douleurs qui traînent et qui peuvent entraver un petit peu ce parcours vers le désir d'enfant. Et donc, du coup, c'est le moment de mettre un petit peu toutes les chances de son côté pour avoir un enfant. D'accord, mais quand tu parles de tension ou de frein physique comme ça qui pourrait bloquer ce projet, est-ce que ce sont des choses fréquentes? Est-ce que ça concerne monsieur tout le monde ou est-ce que c'est à la marge? Alors, effectivement, on peut très souvent, en fait, en consultation, on va avoir des couples qui vont venir pour un bilan classique, des bilans qui vont concerner les tensions du quotidien, les tensions liées au travail, à une activité sportive, par exemple. Et donc, pour prendre un exemple un peu plus concret qui peut parler à beaucoup de monde, c'est une personne qui est plutôt sédentaire dans son travail. On va plutôt, par exemple, avoir une personne qui va être assise, comme nous là maintenant, une personne qui peut être assise plusieurs heures à son poste de travail. Cette posture prolongée, elle peut entraîner un ralentissement de la circulation au niveau du petit bassin, par exemple, et au niveau des membres inférieurs. Sauf qu'en ostéopathie, on répond en fait à un principe fondamental qui est la structure gouverne la fonction. Et là, tu vas me dire, Anne-Sophie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, la structure gouverne la fonction, ça veut dire que la structure, le contenant des organes génitaux, et c'est très intéressant et très important qu'ils soient extrêmement mobiles pour pouvoir optimiser le fonctionnement de ces organes reproducteurs. Pour donner un autre exemple très parlant de motif de consultation, ça peut être des douleurs qui touchent directement l'appareil gynécologique, comme par exemple des antécédents d'infections à répétition, que ce soit sur l'appareil gynécologique ou sur, par exemple, l'appareil urinaire. On peut avoir des tensions au niveau du système digestif, par exemple. On peut être déjà au courant qu'on a des kystes ovariens ou des fibromes. Tout cet ensemble que je viens de citer peut entraîner des petites tensions qui vont ralentir la mobilité des tissus locaux et parfois même à distance. Donc, on va venir soulager, s'il y a besoin, le corps des deux partenaires, mais aussi on peut intervenir en préventif dans ce cadre-là. D'accord. Donc, on peut venir te voir sans avoir identifié de tension particulière, mais c'est lors de ce bilan-là qu'on va venir justement débloquer toutes ces petites tensions du quotidien auxquelles on ne fait pas forcément Exactement. attention, quoi. Donc Nadia, tu parlais des deux partenaires sur lesquels tu peux travailler, que tu peux accompagner. Est-ce que souvent c'est la femme qui vient consulter, on s'axe souvent sur la future maman. Est-ce que l'homme peut venir te consulter? Est-ce que ça a une utilité? Alors oui, le papa est tout autant concerné par un bilan ostéopathique
préconception que la femme. C'est l'occasion du coup d'anticiper un petit peu les tensions liées localement à l'appareil gynécologique masculin, mais aussi de libérer les petites tensions liées à des antécédents de chute, des antécédents d'entorse qui n'ont pas été traités. Il est observé depuis ces 40 dernières années, c'est quand même important de le préciser, qu'il y a une diminution importante de la quantité de spermatozoïdes dans le sperme. Donc, il y a déjà une disposition à la diminution de la qualité et de la quantité de spermatozoïdes. Et donc, du coup, on va venir favoriser justement tous les autres facteurs liés à la reproduction chez l'homme aussi. D'accord. Justement, quand tu dis qu'il y a une baisse du nombre de spermatozoïdes et qu'il y a des choses un peu environnementales qui viennent freiner les capacités de reproduction, de nos jours, en tout cas, on entend beaucoup parler de perturbateurs endocriniens, etc. Est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces que tu peux donner à tes patients quand ils viennent te consulter? Des choses assez simples à mettre en place finalement dans le quotidien. Alors, bon, il y a effectivement des choses très simples que toute personne peut faire. Donc, par exemple, le téléphone dans la poche du jean qui est souvent ici. Ça, toutes ces vibrations, toutes ces ondes, ce sont effectivement des perturbateurs hormonaux, des perturbateurs endocriniens. On a aussi tous les perturbateurs hormonaux liés, par exemple, aux emballages, aux produits d'entretien, voilà, du quotidien. On peut aussi avoir le tabac, l'alcool, c'est plus compliqué peut-être à mettre en place, mais c'est quelque chose sur lequel on peut mettre un petit peu le haut là quand on est dans un projet de désir d'enfant, par exemple. D'accord. Donc, des petites choses assez simples finalement, pas mettre de pantalon trop serré, pas mettre le téléphone dans la poche, ce genre de choses. Tout à fait. Le tabac, l'alcool, ouais, c'est... Ok. Et alors concrètement, une fois que tu reçois la famille, à quoi ressemble, enfin la future famille en tout cas, à quoi ressemble une séance d'ostéopathie avec toi? Comment ça se passe? Alors, une séance d'ostéopathie, c'est 45 minutes divisées en plusieurs temps forts. On va avoir tout d'abord le temps de l'interrogatoire. Là, on va venir faire tout l'historique médical, mais aussi l'historique chirurgical et obstétrical du patient chez les deux partenaires. Et donc, en fait, ça va être l'occasion de découvrir un petit peu le parcours de conception. Puis ensuite, il va y avoir tous les tests ostéopathiques qui vont avoir lieu. Donc là, le patient est sur la table d'examen et on va pouvoir déterminer toutes les petites zones de tension qui peuvent freiner la mobilité de l'appareil reproducteur. Mais donc, on va faire un bilan global parce qu'en fait, la médecine ostéopathique, c'est une médecine douce manuelle, mais holistique, donc qui va englober l'ensemble du corps. On ne va pas travailler uniquement sur le petit bassin, c'est-à-dire localement autour des organes génitaux, mais on va travailler aussi à distance parce que les perturbateurs et les freins qu'on peut rencontrer peuvent être à distance de cet appareil gynécologique. Et ensuite, donc, il y a cette phase de traitement qui découle des résultats qu'on aura trouvés au niveau des tests ostéopathiques. Et donc, justement, on va venir ramener de la souplesse dans les zones qu'on aura trouvées en perte de mobilité. On va ramener un peu plus d'élasticité, un peu plus d'équilibre au niveau de ces zones-là qu'on aura déterminées en amont. Et donc, pour donner quelques exemples phares de ce qu'on va aller investiguer, en fait, au moment de la consultation ostéopathique, il va y avoir la colonne lombaire, donc le bas du dos. Pourquoi? Parce que c'est une zone d'émergence de la commande nerveuse liée aux organes génitaux, masculins et féminins. Ensuite, il y a le crâne pour toute la régulation hormonale. Il faut savoir que tout ce qui va être hormonal est en réalité dirigé par une petite glande qui est le chef d'orchestre de ce système hormonal qui s'appelle la glande pinéale et elle se trouve dans la boîte crânienne. Donc, on peut aussi citer, par exemple, évidemment, le bassin. Ça, on comprend très bien parce que c'est le contenant des organes génitaux. Et puis, on va investiguer le diaphragme, qui est un muscle extrêmement puissant et qui a un rôle extrêmement important donc, il se situe entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Et sa mobilité, sa souplesse est extrêmement importante aussi dans le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez les deux partenaires.
D'accord. Et alors, quand donc là, tu parles de toutes les zones sur lesquelles tu vas venir agir, travailler, ramener de la mobilité. Donc, tu disais aussi tout à l'heure que c'était mieux de consulter dès lors qu'on avait un désir d'enfant pour préparer finalement le corps. Est-ce qu'il y a un moment au sein du cycle menstruel féminin qui est plus propice pour venir te voir, ou est-ce que c'est finalement peu importe dans le mois, on peut venir te consulter à n'importe quel moment? Est-ce qu'il y a des phases comme ça qui sont clés un peu? Alors, tout d'abord, je recommande à toutes les femmes de bien connaître leur cycle menstruel. On a des cycles menstruels qui peuvent être propres à chaque femme. Il y a des femmes qui ont des cycles tous les 2 mois. Il y a des femmes qui ont des cycles effectivement qui se passent plus régulièrement tous les mois. Et donc, chaque femme va être différente vis-à-vis de ça, déjà. Ensuite, il est important que si vous ne connaissez pas ce fonctionnement du cycle menstruel, de vous rapprocher de votre sage-femme ou de votre gynécologue ou d'un professionnel à même de vous aider à décrypter un petit peu votre cycle menstruel. Et donc, sur le cycle menstruel, il y a un pic très important qui correspond à un pic d'ovulation. Et donc, ce pic d'ovulation, c'est le moment où l'ovaire va émettre un ovocyte. Et donc, ça, c'est le gamète, en fait, féminin qui va permettre la fécondation, c'est-à-dire la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Cette période, elle se passe sur un cycle classique de 28 jours, elle se passe au 14e jour. Et donc, on peut venir consulter l'ostéopathe quelques jours, à peu près une semaine en amont de ce pic ovulatoire, pour pouvoir préparer justement la bonne vascularisation, la bonne mobilité au niveau des trompes de Fallope, c'est l'endroit par lequel va cheminer l'ovocyte. On va venir favoriser la mobilité des ligaments, toute l'articulation autour de cet appareil gynécologique pour justement optimiser la fertilité à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a une période propice et c'est plutôt une semaine avant la phase ovulatoire. D'accord. Si on vient consulter en dehors de cette phase-là, c'est que ça a quand même son utilité ou pas? Oui, ça a son utilité. Pourquoi? Parce que déjà, on fait un suivi aussi en ostéopathie. Donc, si la femme ne savait pas qu'il y a ce cycle menstruel très important, ni son fonctionnement, on peut faire un premier bilan, comme je disais tout à l'heure, préventif, et dans un second temps, plutôt se calquer sur son cycle menstruel. Et donc, le suivi ostéopathique gynécologique se fait en fonction de ce cycle menstruel, dans le respect en fait de chaque cycle menstruel. Et donc, c'est ce qui fait aussi la spécificité du traitement ostéopathique. D'accord. Donc, c'est vrai que connaître son cycle, c'est pas toujours évident. On a des cycles plus ou moins réguliers. Et donc, c'est une bonne idée d'aller consulter une sage-femme, un médecin, un gynécologue pour apprendre à se connaître, finalement, à connaître son corps aussi. Ça fait partie de cette complémentarité de travail, là, Nadia, il me semble. Hein. Donc, est-ce que tu préconises justement, en dehors des sages-femmes ou des gynécologues, d'autres suivis pour accompagner les couples qui souhaitent concevoir un enfant? Alors, tout à fait. La complémentarité, c'est un peu la phase clé en fait qui va permettre au couple d'optimiser toutes ses chances en fait, d'optimiser le corps et de mettre toutes les chances de leur côté pour pouvoir avoir un enfant. Il va y avoir différents paramètres en fait qui vont rentrer en compte, mais effectivement, on peut consulter toute la partie médicale, donc gynécologue, médecin généraliste, endocrinologue, etc. Mais on peut aussi aller consulter sa sage-femme qui peut déjà dans un premier temps expliquer le cycle menstruel. Ensuite, il y a des couples qui traversent des périodes extrêmement difficiles sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et là, on peut se faire accompagner dans le cadre d'un désir de grossesse, mais même dans une grossesse, par un psychologue, voire même un psychiatre si c'est nécessaire. Oui, c'est vrai que cette période peut être assez stressante. Parfois, on a l'impression que quand on désire, ça arrive tout de suite. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Entre le désir et puis la conception même, il y a parfois une durée, un délai qui est plus ou moins facile à vivre. Donc, effectivement, d'aller consulter un psychologue, un psychiatre, ça peut être intéressant, au moins pour s'apaiser. Mais quand ça fait 6 mois, par exemple, qu'on essaye et que chaque mois arrivent les règles et puis qu'on n'a pas, que ça ne prend pas, comme on dit, est-ce qu'on peut venir te voir après, c'est-à-dire quand ce désir d'enfant il est déjà dépassé, qu'on est déjà dans l'essai depuis quelques mois,
Et puis, surtout, je parle de 6 mois, mais finalement, est-ce qu'il y a un délai moyen de conception? Est-ce que au-delà de 6 mois, il faut s'inquiéter, ou est-ce que c'est 2 mois, 3 mois? Est-ce qu'il y a une fourchette comme ça qui peut nous orienter? Donc, effectivement, il existe un délai moyen qui va de l'ordre de 6 mois à 12 mois avant d'obtenir, en fait, d'arriver à une grossesse. Mais ce délai, il faut savoir que ce n'est pas une norme et qui n'est pas le même pour tous les couples. Maintenant, l'ostéopathie, elle est avant tout préventive pour le couple, pour le démarrage de ce projet. Donc, on va venir, comme on a dit tout à l'heure, harmoniser et apporter un équilibre au corps pour chaque partenaire. Et plus vite on tendra vers cet équilibre, plus vite on aura un fonctionnement optimal au niveau de l'appareil gynécologique chez les deux partenaires. Maintenant, l'accompagnement ostéopathique, il intervient aussi en phase préventive et donc du coup, il va accompagner le corps de la femme dans les différents maux qu'elle peut rencontrer, dans le traitement hormonal aussi, dans le cadre d'une AMP, donc une assistante médicale à la procréation, et ça peut aussi être un soutien dans le suivi de la maman et du bébé en postnatal. Ça va être une séance qui va permettre de relâcher, de rééquilibrer les tensions subies au moment de l'accouchement. Alors pour la femme, effectivement, on le comprend très bien au niveau du périnée, au niveau du petit bassin, au niveau des différentes structures qui ont été mises en tension. Et puis ensuite, effectivement, pour le bébé, pour son passage, pour essayer de décrypter un petit peu toutes les tensions qu'il a pu subir aussi pour son passage au travers du détroit du bassin de la maman. Il y a quand même tout un ensemble de compressions primordiales, bien sûr, mais qui se mettent en place au niveau du crâne dans le cadre d'un accouchement par voie basse, bien sûr, mais qui se mettent en place pour permettre son arrivée. Donc là, c'est des tensions qu'on va pouvoir venir travailler et libérer, par exemple, chez un nouveau-né. Donc l'accompagnement, pour répondre à ta question, Anne-Sophie, c'est pas juste au moment du désir de grossesse, c'est un accompagnement qui se poursuit pendant la grossesse et même en postpartum pour la dyade, en fait, maman-bébé. Alors, on parlait tout à l'heure de difficultés ou d'attentes. On entend de plus en plus parler, c'est vrai, d'infertilité fonctionnelle. Alors, c'est un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, tout d'abord, on va déterminer le mot infertilité. L'infertilité, c'est une difficulté à concevoir un enfant malgré des rapports sexuels non protégés pendant une période de 12 mois. Voilà, la définition de l'infertilité, c'est celle-ci. Maintenant, on va poser un petit peu le contexte de cette infertilité. Il faut quand même savoir qu'il y a un tiers de l'infertilité, donc ça veut dire de ce délai qui tarde, un tiers qui est lié à des causes masculines, un tiers qui sont liés à des causes féminines, un autre tiers qui est lié au couple, donc aux deux partenaires. Et puis, vous allez me dire, il reste 10%. Et ces 10%, c'est ce qu'on appelle une infertilité fonctionnelle inexpliquée, c'est-à-dire que les résultats, les examens faits sur le plan médical, génétique, ne révèlent absolument aucune problématique. Et pour autant, la grossesse tarde à venir. Donc là, effectivement, il y a de plus en plus de couples qui se retrouvent dans ce contexte et les raisons sont multiples. Donc, on a dit médicales, avec par exemple une endométriose, des cycles irréguliers. Là, par exemple, j'ai une patiente qui a 2 cycles menstruels dans l'année. Donc, forcément, ça restreint aussi ce désir de grossesse, ça restreint dans le temps. Et donc, du coup, par exemple, on peut aussi avoir des infections à répétition. On peut avoir un curetage utérin qui a été fait lié à des complications médicales. On a aussi des causes qui sont génétiques et puis on a des causes environnementales comme on a pu décrire tout à l'heure. Parmi les principales causes féminines, on a ce qu'on appelle le SPOC. Et là, Anne-Sophie, tu vas me dire, ah, sympa, encore un terme complètement barbare. Et donc, le SPOC, c'est en fait le syndrome des ovaires polykystiques. Et alors, il faut savoir que ça touche 10% des femmes avant 30 ans qui tardent à avoir un enfant. L'autre cause principale, c'est l'endométriose, une pathologie encore très méconnue, et pourtant qui touche aussi 10% des femmes après 30 ans et qui est la cause principale de l'infertilité après 30 ans. Quant aux hommes, tu vas me dire, qu'en est-il des hommes pour l'infertilité masculine? Et en fait, là, ça va être plutôt une insuffisance testiculaire
comme par exemple des malformations au niveau des spermatozoïdes, une quantité insuffisante au niveau des spermatozoïdes. Voilà, ça peut être différents facteurs en fait. D'accord. Donc, des causes qui sont partagées, hein, hommes-femmes, le couple, etc. C'est important d'investiguer aussi des deux côtés. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Alors, toi, Nadia, tu es spécialisée dans la périnatalité. Ça consiste en quoi cette spécialisation? Pourquoi tu as fait ce choix? Alors, cette spécialisation, ça permet d'acquérir des outils en fait ostéopathiques supplémentaires dans le cadre de l'accompagnement périnatal. Donc, c'est une pratique un peu plus poussée, un peu plus spécifique au niveau de l'ostéopathie gynécologique, parce que oui, ça existe. Déjà, c'est très méconnu. Et ensuite, ça permet du coup d'accompagner de façon plus spécifique, en préventif et en curatif, le couple dans les différents étapes en fait de la grossesse. Donc, comme on a dit, en préconception, mais aussi pendant et puis après. Et alors, pour répondre à ta question du pourquoi. Pourquoi? Parce que pendant mes études, j'ai rencontré dans la clinique pédagogique et qui étaient aussi des amis, 2 personnes avec des parcours gynécologiques complètement inconnus pour moi. Donc, la première, ça a été une personne qui avait des règles extrêmement douloureuses et qui avait même des règles qui étaient invalidantes, c'est-à-dire qu'elle présentait des nausées, qu'elle était obligée d'être alitée pendant 1 ou 2 jours. Et c'est la première fois que j'entendais parler de l'endométriose. Voilà, donc là, je me suis posé énormément de questions et je me suis dit, il faut vraiment creuser sur ce sujet-là parce que ça touche en fait beaucoup de femmes. Et puis, la seconde femme que j'ai rencontrée désirait avoir un enfant et puis elle se posait des milliers de questions. J'étais incapable de répondre. Et là aussi, c'était la première fois que j'entendais parler de l'infertilité inexpliquée. C'est-à-dire que pour elle et son mari, les examens étaient tout à fait normaux et pour autant, la grossesse ne venait pas. Et là, j'ai découvert l'ostéopathie gynécologique, un accompagnement spécifique chez le couple pour booster la fertilité. D'accord. Donc, effectivement, c'est intéressant à savoir parce que chez un ostéopathe, il existe effectivement des formations complémentaires pour pousser un petit peu plus ce champ-là de la périnatalité. C'est là-dedans que toi, tu t'inscris. Et ça part d'un cheminement personnel et de constat finalement dans ton parcours de vie. D'accord. Alors, on n'a pas encore abordé le cas spécifique de la procréation médicalement assistée, qui concerne un certain nombre de couples quand même et qui peut être éprouvante. Il y a souvent un accompagnement médical assez important, mais est-ce que toi, en tant qu'ostéopathe, tu peux venir compléter finalement cette prise en charge? Alors, tout à fait. D'abord, encore des chiffres, tu vas me dire, mais effectivement, un couple sur 10 est concerné par l'assistance médicale à la procréation. Il faut savoir que ça représente quand même une majeure partie des couples quand même. Et donc, du coup, ils rencontrent des difficultés et ce parcours finalement est très difficile. Il est difficile parce qu'il y a un traitement hormonal qui se met en place avec des transformations aussi qui peuvent être physiques chez la femme. Il y a une batterie d'examens qui peuvent être faits. Donc, ça demande aussi des rendez-vous très spécifiques, très cadrés sur le plan médical. Et en fait, l'ostéopathie va venir s'inscrire dans un accompagnement. C'est vraiment un accompagnement complémentaire face à ce protocole médical. On ne vient pas entraver le protocole médical mis en place, évidemment. On vient respecter ce traitement-là et on vient se calquer toujours sur le cycle menstruel de la femme, toujours dans le respect de sa physiologie. D'accord, j'en profite pour rappeler que dans ce parcours qui est éprouvant, comme on disait tout à l'heure, avec un certain nombre de contraintes, il peut y avoir des accompagnements complémentaires par des psychologues, des psychiatres, et c'est ce que proposent aussi tes collègues à l'Institut de la parentalité. C'est ça qui fait aussi la richesse de l'Institut, c'est d'avoir cette prise en charge un peu globale. Exactement. Pour rebondir juste un petit peu, très souvent, les couples quand même sont très stressés, très angoissés. Oui. C'est un peu l'avancée vers l'inconnu, cette assistance médicale à la procréation. Et donc, le stress va s'exprimer sur le plan psychologique, évidemment. Ça, on le comprend très bien, sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Et donc, du coup, tout cet accompagnement pluridisciplinaire, c'est vraiment un plus
pour les couples dans ce désir de grossesse, un accompagnement vraiment sur mesure pour chaque couple. Alors, une fois qu'on a passé cette étape de la conception, ça y est, le bébé est là. Durant la grossesse, on a tout un tas de maux. Le corps bouge pas mal. On peut avoir des douleurs de dos, au niveau du bassin, des nausées. Est-ce que venir te voir ne représente pas un risque pour le bébé, surtout au premier trimestre où on a toujours un peu peur des fausses couches? Est-ce que le fait d'être manipulé, ça représente un risque? Et comment tu peux accompagner les femmes dans ce parcours de grossesse? Alors, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'ostéopathie est assez méconnue dans l'étape pré-conception. Par contre, je trouve que de plus en plus de couples commencent à connaître l'accompagnement ostéopathique dans le cadre de la grossesse. Le premier trimestre, effectivement, on a tendance à rester un petit peu sur ses gardes. On a tendance à ne pas trop vouloir l'annoncer trop rapidement du fait d'effectivement une fausse couche potentielle. Alors, il faut savoir que c'est le temps du développement morphologique de l'embryon. Donc, c'est un temps extrêmement important où il se passe énormément de choses, même si ça ne se voit pas pour la femme. Et je recommande plutôt une séance dans le premier trimestre à la fin, justement, de ce premier trimestre pour soulager des maux qui peuvent arriver, tels que des maux de tête, des maux un petit peu dans le bas du dos, entre les omoplates, des difficultés un petit peu, des essoufflements qui peuvent aussi se mettre en place. Voilà, autant de petites tensions qui peuvent arriver dans le premier trimestre. Mais effectivement, ça ne perturbe en rien le développement du bébé et au contraire, ça va venir apporter plus de mobilité, favoriser l'apport de liquide. Et quand je dis l'apport de liquide, c'est du liquide au niveau sanguin, au niveau lymphatique, et puis cette circulation aussi nerveuse très importante pour le bon fonctionnement du petit bassin et donc du coup le bon développement du fœtus dans la cavité utérine. Après, effectivement, il y a tout un ensemble de maux qui peut se développer au fur et à mesure de la grossesse. Donc, tu as très bien cité tout à l'heure des maux de dos, des maux au niveau des ligaments, au niveau du petit bassin, des douleurs au niveau du pubis, on peut avoir, et la fameuse sciatique qui peut arriver effectivement, par exemple, sur le troisième trimestre, dû à cette prise de poids et cette mobilité qui va se mettre en place au niveau de la colonne vertébrale, en fait, avec ce centre de gravité déporté vers l'avant, qui va modifier les courbures au niveau de la colonne vertébrale. C'est autant de changements, de bouleversements sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique, du coup, que peut accompagner l'ostéopathie pour soulager ces maux et préparer finalement à l'accouchement. Donc vraiment une pratique qui se situe depuis le désir, le projet d'enfant jusqu'à l'après, puisque tu nous disais bien tout à l'heure que tu pouvais aussi travailler sur la femme en post-accouchement et puis le nourrisson dès tout petit finalement. Exactement. Bon, écoute Nadia, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle que tu reçois donc les couples, les familles, hommes, femmes, à l'Institut de la parentalité de Floirac sur rendez-vous. Alors, à côté de toi, il y a plein d'autres praticiens, je le rappelle, les sages-femmes, psychologues, pédiatres qui sont, vous êtes tous spécialisés dans cette période-là de la périnatalité. Alors, si vous voulez être accompagné individuellement dans votre devenir parent, n'hésitez pas à contacter l'Institut de la parentalité au numéro qui s'affiche devant vous et à prendre rendez-vous notamment avec Nadia Zerouki, ostéopathe. Vous pourrez retrouver tous ces conseils en replay, les partager. Pour les retrouver, c'est dans la rubrique ressources post-parents de notre site internet www.institut-parentalité.fr. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour aborder un nouveau sujet parentalité. À bientôt. À bientôt.